Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant de recevoir mon invité du jour, notre invité du jour, eh bien, je reçois mon partenaire Alexis Poulain. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour Clémence, Vous bonjour à tous. vous êtes fondateur du site Le Monde Moderne. On va parler du Monde Moderne après et de votre édito, ce que vous mettez à la une du Monde Moderne. Mais tout de suite, nous nous tournons vers notre invité. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Pierre-Yves Rougeron. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce sujet fondamental. Je pense que les auditeurs vont s'accrocher aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe, pour mieux comprendre ce qui s'est passé, mais pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui sur la scène internationale et notamment en Ukraine. Alors je rappelle que vous êtes juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre et président et fondateur du Cercle Aristote. Et donc de cette maison d'édition Jean-Cyril Godefroy, vous publiez... Oui. Nous avons une collection chez notre ami Jean-Cyril Godefroy. On a une maison d'édition à côté qui est Perspective Libre. Et chez notre camarade Jean-Cyril, nous avons une collection où nous avons toute liberté, entre autres celle d'avoir publié L'ombre d'Hitler. Voilà, alors L'ombre d'Hitler, qui est en fait la publication d'archives américaines. Donc on va parler tout de suite de ces archives, dont les auteurs sont notamment Richard Bretman et Norman G.W. Goday. Alors je sais pas exactement quel était son nom, avec cette très belle préface d'Éric Branca. Et alors, on va revenir sur ces archives, évidemment, c'est le cœur du sujet. Et vous avez décidé en tout cas de traduire ces archives. Exact. Alors, pour commencer, ces archives, comment fonctionnent les archives américaines? Là, c'est une loi de 1998 qui a déclassifié 8 millions de pages de documents américains sur les crimes de guerre nazis et qui ont donc, encore une fois, enrichi nos connaissances sur les crimes nazis pendant la guerre et sur le sort réservé aux criminels présumés après la guerre. Alors d'abord, parlons de ce système américain qui permet de déclassifier des documents très très importants. Je ne suis pas sûre qu'on ait l'équivalent en France. Alors, en France, on a déjà un secret de défense plus un secret des archives qui, déjà porte sur des décennies. Alors, aux États-Unis, il y a un cas problématique, c'est le cas Kennedy, qui est remis d'année en année depuis le rapport Warren. Mais mis à part ça, dans les grandes lignes, je dis bien dans les grandes lignes, l'accès aux archives américaines est assez libéral, tout simplement parce que pour un État jeune, comme le sont les États-Unis, et ça se voit quand on parle avec des historiens américains, vous leur parlez de Roosevelt, c'est la préhistoire déjà, donc qu'on déclassifie ça ne pose aucun problème. Et comme ils ont une sorte de surélévation morale, qui est lié à la destinée manifeste, au fait d'être la nation élue. Oui, d'accord, nous avons été immoraux, d'accord. Enfin, mais comme le disait George Bush fils, nous sommes quand même, c'est la fameuse notion de good guys. C'est quand même nous les gentils, quoi. Donc, d'un côté, oui, d'accord, c'est pas reluisant, mais bon, mais c'est nous quand même. C'est ce qu'explique Éric Branca d'ailleurs dans sa préface, je crois. Il explique bien que finalement c'est presque un signe également de puissance des Américains. Totalement. De toute puissance. En tout cas de sentiment de toute puissance. On l'a fait, on vous le dit. D'ailleurs c'est grâce à nous que vous savez que nous reconnaissons que vous l'avez fait. Et d'un côté vous pouvez aller vous faire voir avec cette information. Et il est vrai que ça permet une recherche historique. Je tiens à le dire, il y a une grande spécialiste de l'accès aux archives en France. Alors, elle fera une syncope si elle sait qu'elle est citée Radio Courtoisie, mais qui est Annie Lacroix-Ries, donc l'intellectuel organique du PRCF. Du communiste. Elle a écrit L'histoire sous surveillance, qui est pour moi un modèle du genre en termes de recherche. Il y a un véritable problème parce que, on n'était pas déjà dans un système très accessible, on est dans un système qui se raidit. C'est-à-dire que maintenant, y compris quand votre directeur de thèse vous fait les documents nécessaires, on est en droit de vous dire non, peu importe votre sujet, ça ne vous regarde pas, point barre. Et on a des fonds qui ferment, on a des fonds qui disparaissent, ça devient de pire en pire. Alors en plus, maintenant qu'on a des conseils de défense, des machins, des trucs, ça veut dire que pour les historiens de l'avenir, ça va être encore bien pire, vu que tout passe par le secret défense. Maintenant,
y compris la politique sanitaire. Tout à fait. Donc, il faut des habilitations. Alors que aux États-Unis, vous avez une partie des archives du Congrès, dont ceux-ci, qui étaient en accès sur le site du Congrès. Nous l'avons trouvé parce qu'un de mes collaborateurs que j'aime beaucoup, je sais qu'il nous écoute et que j'embrasse, dans une crise d'insomnie, m'a dit « Tu devrais regarder ça ». Et ceci, 1, est une archive du Congrès des États-Unis, 2, est dans la section matériel pédagogique réservé aux enseignants par la bienveillance du Congrès. Donc pour vous dire que je ne l'ai pas trouvé sur conspi.net. Et non mais il faut quand même se rendre compte que ça, alors qu'aujourd'hui, alors c'est un peu en train de changer grâce à de grands historiens, je pense à Georges-Henri Soutou avec son classique Europa, vous essayez d'enseigner la guerre froide en France, vous l'enseignez aux États-Unis, vous avez l'impression que vous ne parlez pas des mêmes pays, vous ne parlez pas de la même planète. C'est-à-dire que nous avons un problème vis-à-vis de cette période. Nous sommes encore dans l'esprit de la guerre froide, alors que toute la New Left, la nouvelle gauche intellectuelle américaine depuis les années 70, a fait des travaux extraordinaires sur les frères Dulles, sur les Cold Warriors, sur Dinah Chesson, sur la réalité de la construction européenne, et sur ça, c'est-à-dire qu'est-ce que les bons gars ont fait, et malheureusement, nous n'avons pas l'équivalent, et nous n'avons pas suffisamment d'éditeurs pour les traduire. Alors, vous avez, pris et fait le choix de les traduire. Alors, décrivez-nous ce que vous avez découvert à ce moment-là, quand votre collaborateur vous a dit de pointer le nez dans ces archives. Et pourquoi vous avez décidé de les déclassifier, pas de les déclassifier, mais de les traduire. Alors, c'est assez simple. Moi, si vous voulez, je suis historien des idées de formation de base. D'accord ? Je suis spécialisé sur les années 30. Secteur un peu glissant de ma formation, peu importe. Il y en a qui dérapent, il y en a qui sont la glace, vous savez ce que c'est. Bon. Et aujourd'hui, alors que par exemple, grâce à l'extraordinaire revue Guerre et Histoire, grâce à des gens comme Jean Lopez, là il reste un peu la guerre du Pacifique qui est entièrement à refaire, mais la Seconde Guerre mondiale, on a à peu près tout maintenant. Grâce surtout, on a beaucoup travaillé l'extermination à l'Est, la Shoah par balle, et l'extermination des Slaves par les nazis qui avait été totalement gommée, dont on était au courant, mais dont on ne voulait pas les détails, parce que les Slaves qui étaient gentils, parce que les nazis les avaient touchés, devenaient les soviétiques après. Et là, d'un seul coup, ils étaient moins gentils, donc leur sort intéressait déjà beaucoup moins. Or, aujourd'hui, ces archives-là, nous les avons. Nous les avons travaillées. Maintenant, il y a toute la guerre froide qui est à réécrire. Pas à titre idéologique, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les documents, nous savons que ça ne s'est pas aussi bien passé que ça. Or, là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve le parallèle de l'opération dit Paperclip, dit opération presse-papier, ça qui commence à être connu, c'est-à-dire comment on a fait une lessiveuse à vilain vis-à-vis des anciens criminels de guerre nazis. Donc ça, vous avez des détails, entre autres, sur Gehlen, les fameux réseaux Gehlen, c'est-à-dire l'un des maîtres espions du Reich. Donc, vous avez ces gens-là. Là, on a des détails. Et là, vous avez en plus toute une partie qui concerne l'Ukraine, sujet légèrement d'actualité en ce moment, pour vous dire comment on a maintenu pendant la période de la guerre froide les réseaux bandéristes, que certains des pires assassins, Stéphane Bandera lui-même, ont été protégés par les Américains. Stéphane Bandera, jusqu'à ce qu'il rencontre par hasard quelqu'un du KGB, pas de bol, alors qu'il était protégé par les services allemands. Mais par exemple, un de ses seconds va mourir en 86, après avoir été de multiples fois félicité à titre personnel par Ronald Reagan. Et malheureusement, ce sont ces réseaux-là qui ont été nourris. Alors même financièrement, ils ont été. Ça on le voit bien. À un moment donné, ils cherchent, ils sont plus. Alors ça, il y a quand même des allées et venues des Américains qui par moments se disent finalement Bandera est un peu dangereux. Mais dans ce cas-là, c'est les Britanniques qui prennent le relais. Après les Italiens, non, mais c'est très simple. Il va faire tout le tour du bord de l'OTAN, quoi. C'est aussi simple que ça. Oui. Or, ces gens-là, pour la plupart, vu leur CV que nous connaissions parfaitement. Oui, mais j'aimerais bien qu'on le rappelle quand même, son CV. Parce que là, il y a quand même des choses qu'on découvre dans ce livre. C'est très simple. Pour les bandéristes, c'est la participation à la Shoah par balle, c'est très net. C'est l'extermination des Juifs. C'est les exterminations anti-polonaises
qu'on mésestime souvent. Très intéressant, on la lit très bien dans votre livre. D'ailleurs, à un moment donné, je lis 10 000 Polonais en une journée ont été exterminés par les bandéristes. En une journée. Très intéressant, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les Polonais l'ont oublié. On voit tous ces Polonais très, très, aujourd'hui, pro-Ukraine. Si vous voulez, il y a une fixette de l'identitarisme polonais sur la question russe. C'est ça. Qui annihile les crimes pour faire anti-polonais. Confiance, je rappelle que depuis ce qu'on appelle la révolution du Maïdan, pour en rigoler 2 minutes, mon camarade Romain Bessonnet, je pense, a traité ce sujet-là en long, large, en travers. Le 9 janvier, qui est la Saint-Bandera, si vous voulez, enfin, l'anniversaire de Stéphane Bandera, est révéré par le régime, que la Pologne le supporte, mais d'un côté, on peut dire exactement la même chose, c'est l'impérialisme allemand. Que les Polonais aient très mal vécu la présence soviétique, c'est indiscutable, et personne ne les critique là-dessus. Personne ne supporterait d'être occupé, et le sort de la Pologne a été fort triste. Personne ne le nie. Le problème, c'est que l'Allemagne a humilié la Pologne pendant des siècles. Aujourd'hui, elle le fait encore diplomatiquement. Ça semble pas nécessairement les gêner. Donc, il y a une fixette sur Moscou qui, avant tout, nuit aux intérêts polonais. Moi, à titre personnel, je suis pas polonais, j'ai pas de légitimité particulière. Non, mais ça paraît étonnant. Mais ça quand même paraît étonnant, surtout quand vous poussez quelqu'un comme Zelensky, dont les liens avec les néo-bandéristes sont quand même non dissimulés. Non dissimulés. Or, quand vous voyez ce dont ces hommes-là ont été capables, pas d'un point de vue militaire, ce sont des troupes supplétives, donc c'est fondamentalement des tueurs de femmes et de gosses. Fondamentalement. Et d'un point de vue militaire, le Reich a surtout eu à s'en plaindre. Donc, ce ne sont pas de grands soldats. Oui. D'ailleurs, à un moment donné, on voit cette dissension au moment où ils sont alliés avec le Reich, du Reich qui trouve que finalement, parfois, ils desservent la cause. Ils vont, d'ailleurs, Bandera affirme à un moment donné, nous devons en finir avec eux, les Juifs, et il reste finalement des Juifs qu'ils veulent finir de tuer à la machette. Donc on voit quand même la stratégie bandériste, si on peut appeler ça une stratégie. Et à côté de ça, oui, le Troisième Reich est très gêné parce que finalement, ça dessert leur cause. On appelle ça une cause. Si vous voulez, ce sont des chiens fous qui risquent de révéler le processus d'extermination qui est dans les mains de la SS. Donc, à un moment, d'ailleurs, les meilleurs d'entre eux, on les met dans la SS, la section, enfin la division SS Rossignol. Donc, mais les autres, ce sont avant tout ce qu'on appelle des volontaires et qui vont servir de troupes supplétives et dont la violence, parce qu'elle est visible, devient problématique. Si vous voulez, le parallèle est évident avec l'Ostacha croate, mais l'Ostacha croate là par contre est militairement quelque chose de solide, en plus d'être pour les civils particulièrement de nos amis et frères serbes, d'avoir été d'une cruauté inimaginable. Alors, on va partir donc là, c'est l'alliance avec le Reich, et ce qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est évidemment l'alliance, enfin les services américains puis britanniques qui vont se servir en fait de quoi ? Du nationalisme de Bandera et surtout de son soviétisme ou anti. Alors, c'est ethnique, c'est de l'antislavisme, alors que les Ukrainiens sont des Slaves ethniquement. Pour la plupart, enfin, si vous voulez les rattacher les rattacher au germanisme, si vous voulez, je veux bien que aujourd'hui, qu'il y ait une tendance bric et de broc dans une partie de ce type d'identitarisme où chacun pense qu'il est cousin de Thor, mais si vous voulez, il y a un aspect légèrement délirant quand même. Or, en plus d'être un anti-bolchevisme, c'est un anti-slavisme, c'est ethnique. Et il ne faut pas oublier que c'est eux qui vont à plein utiliser ce mythe atroce qui va servir à la Shoah, qui est que le bolchevisme, il ne faut pas l'oublier, est, disons, une sorte de maladie que les élites juives révolutionnaires ont donnée au peuple russe. Les bandéristes vont jouer à ça à plein pour justifier et à la fois leur antisémitisme et leur haine des Russes, auxquels ils vont additionner les Polonais. Donc, plus
quelques autres minorités, et Magyars, etc., sur lesquels ils vont taper aux marges. Mais les 3 cibles premières, c'est les Polonais, les Juifs et les Russes. Les Américains vont les utiliser au sein de toute la machinerie Gulen, les Américains et les Allemands, parce qu'ils sont prépositionnés, parce qu'ils ont au moins une expérience en termes de renseignement du terrain, et on va les faire vivre dans l'après-guerre froide, on va les subventionner, et évidemment, quand la situation va se dégeler par la chute de l'URSS, ces gens-là vont, comme un champignon sous la pluie, sortir de terre, mais ils ont toujours été là. Oui, et toujours été financés, alimentés, suivis. Alors évidemment, tout ça est très intéressant pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Alexis Poulain, j'imagine que vous aussi, ça vous a beaucoup intéressé. Oui, alors ce qui est étonnant, c'est ce que disait Pierre en introduction, c'est-à-dire que ces documents sont publics et que on a la documentation de l'exfiltration des criminels de guerre nazis par les services anglo-saxons qui ont finalement fait le succès des États-Unis après-guerre dans cette guerre froide terrible. La question qui se pose, c'est dans quelle mesure finalement l'acceptation de ces savants, de ces scientifiques, de ces espions ne vaut pas validation du concept finalement nazi par l'Empire américain. Alors, ça c'est la question la plus terrible, parce que là, elle jette un doute moral sur toute la croisade des démocraties pendant la guerre froide. Or, parce que, moi je peux vous le dire, j'ai vu au Parlement européen, quand j'y étais, j'ai vu les ancêtres du bataillon Azov, j'ai vu Pravet Sector arriver. Ils venaient de prendre la mairie de Kiev, et je peux dire que c'était absolument lunaire. Absolument lunaire. Quand vous avez des gens dont on désigne le seul qui n'est pas tatoué sur le visage pour parler publiquement, parce que c'est vrai quand même que ça fait désordre, gênant. Et que, si vous voulez, un skinhead aviné ou un hooligan pato est un agrégé de grammaire ménestrel à 16 heures à côté, et que vous avez une commission des affaires étrangères qui est vide à 99% du temps. J'y ai siégé sans discontinuer 5 ans pour le compte de mon patron, et qui là est pleine à ras-bord, et que tout le monde veut toucher comme pour toucher les écrouelles des mains qui ont du sang russe sur les mains, vous posez des questions. Or, le problème, il faut être très clair, la captation de technologie, les soviétiques aussi l'ont fait. Ça, à la rigueur, aussi détestable que soit von Braun, à la rigueur, ça, c'est une politique d'accumulation de puissance. Oui. C'est pas reluisant, mais au moins, je ne dis pas que ça se justifie, je dis que ça s'explique. Mais pas eux. Pas eux. Ce sont de mauvais soldats, déjà, de base. Ce sont de mauvais soldats. Ce sont des gens qui discréditent à peu près toutes les causes qu'ils touchent. Et leur utilité sur le terrain, il faut comprendre que les services américains les ont nourris pendant un demi-siècle pour une utilité qui est toute relative. Or, finalement, on a l'impression qu'ils n'ont pas apporté grand-chose. À part de la discorde, Donc, et le problème, c'est qu'à la fin, vous terminez à ce qui s'est passé à l'ONU il y a 48 ou 72 heures. C'est-à-dire que les Russes, alors il est vrai, pour souligner le problème ukrainien, mais je rappelle qu'il y a contre la promotion du nazisme un vote par an à l'ONU. Oui. Donc ça date de bien avant le déclenchement de l'opération dite spéciale ou de la guerre d'Ukraine, appelez-la comme vous voulez. Mais le problème, c'est que maintenant, les Occidentaux s'opposent, et les Européens, alors que les Français qui ont été les Américains s'y sont toujours opposés. Bon, oui, maintenant les choses sont claires quand on lit vos archives. Si vous voulez, on va pas taper sur les troupes supplétives, qui ne sont que des troupes supplétives, parce que on les enverra au carton. Et d'ailleurs, là, on les envoie au carton. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Mais que les Français... À la fin, ils lisent et ils nous dérangent, on va les éliminer. Oui, bien sûr. Ils sont éliminés avant par les Soviétiques. Mais quand on se rend compte que les Français qui ont été victimes de ça, qui ont été... Moi, à titre personnel, je me suis fait mis de déporter pour fait de guerre. Donc, si vous voulez, ça me fait moyennement marrer. Donc, que les Français se permettent ça, et qu'aujourd'hui, on pardonne... et que même des gens qui étaient, disons, des têtes du débat public en France, quand ils se sont plaints des amitiés ukrainiennes, je pense à Arnaud Klarsfeld, on leur a gentiment dit 2 tons en dessous,
on se permette ça, c'est je pense qu'il y a une déchéance majeure de la respectabilité morale de l'Occident, qui a eu un effet géopolitique aujourd'hui total, c'est que notre parole ne vaut plus rien. Ce qui pour moi est la grande révolution géopolitique de ce temps, c'est que pour la première fois depuis 3 siècles, la parole occidentale ne vaut plus rien. Alors, on continue de parler de ces archives publiées par Pierre-Yves Rougeron et cette collection Jean-Cyril Godefroy, qui est donc une collection amie, si j'ai bien compris, pour expliquer. L'ombre d'Hitler, les services secrets américains et les criminels nazis pendant la guerre froide. On fait seulement un rapide point sur les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Donc nous sommes toujours avec Pierre-Yves Rougeron, juriste, spécialiste en intelligence économique, directeur de la revue Perspective Libre, président et fondateur du cercle Aristote, et puis toujours avec Alexis Poulain, fondateur du site Le Monde Moderne. Nous parlons aujourd'hui de ce livre, un livre finalement qui est la traduction d'archives américaines, L'ombre d'Hitler, les services secrets américains et les criminels nazis pendant la guerre froide, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Nous en parlons depuis maintenant un bon moment. Je pense que pour les auditeurs, ces archives commencent à être assez claires sur ce qu'on peut y trouver, et notamment le rôle des services secrets américains et britanniques ensuite vis-à- ce de ces nationalistes tels que Bandera et d'autres, puisqu'il n'y a pas que Bandera, mais aujourd'hui je pense qu'on va rester concentré sur Bandera. Ce qui est intéressant avec Bandera, c'est qu'aujourd'hui même, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui est célébré par tous, lui-même célèbre Bandera, et lors d'une interview a expliqué que pour lui c'était un héros et que c'était cool, entre guillemets, je reprends vraiment ces termes, que ce héros soit célébré régulièrement dans son pays. Donc quand on voit le rôle de et surtout ce qu'a joué Bandera en Ukraine et comment les Américains l'ont utilisé, cela pose beaucoup de questions, et ça pose la question aussi de ce lien Amérique-Ukraine depuis le début, finalement. Dans la géopolitique ukrainienne de la guerre froide, dans la géopolitique américaine, l'Ukraine joue un rôle fondamental que Brzezinski, par exemple, avait expliqué. C'est-à-dire qu'il y a une obsession américaine du détachement de l'Ukraine. Le financement de ce grand détachement commence dès la fin, même pendant la période soviétique. Il va s'intensifier au fur et à mesure que la transition post-soviétique va mal se passer, avec évidemment le passage Gorbatchev-Yeltsin qui va être catastrophique, et tout le règne dit de la famille, donc du clan Yeltsin, qui va, il faut quand même le rappeler, la Russie perd un tiers de son PIB, l'espérance de vie moyenne chute d'entre 6 et 7 ans, et l'OMS, avec le crédit qu'on peut donner à l'OMS, peu importe, avait chiffré le bilan humain à près d'un million de tués par la dégradation des conditions sanitaires, sociales et autres. Bon. Au fur et à mesure, on va mettre la main de plus en plus sur l'Ukraine, parce qu'il y a une obsession américaine sur l'Ukraine, il y a une obsession otanienne sur l'Ukraine. Ouais. Et cette obsession otanienne, elle vient de qui ? Elle vient des Allemands. Pourquoi ? Parce que, comme le dit magnifiquement Hélène Carrère-Dancos, il y a un regard de propriétaire de l'Allemagne sur l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que n'oubliez jamais que l'Allemagne plonge le monde dans la guerre en 14 pour ce qu'on appelle les buts de guerre, ce que les historiens allemands appellent les buts de guerre de l'Allemagne impériale, c'est-à-dire les plaines d'Ukraine, qui sont parmi les plaines les plus fertiles d'Europe, sont beaucoup trop belles pour des mains slaves, nous allons y remédier. Ça nous appartient de droit. Or, l'Allemagne n'a jamais changé d'idée vis-à-vis de ça. Jamais. Elle avait fait des latifundia gigantesques pour les dignitaires nazis en Ukraine. Vous savez, selon cette coutume germanique, que les soldats allemands venaient avec un lopin, une sorte de quittance pour un lopin de terre, ce qui est délirant. Par exemple, Göring avait une partie de l'Ukraine, c'était absolument délirant. Quand ils ont pris l'armée rouge sur le coin de la face, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Mais l'Allemagne n'a pas changé d'idée. Or, les Allemands vont jouer à plein le dossier ukrainien jusqu'en 2014, où ils sont force attaquante.
ça va mal se passer, donc les Américains vont reprendre la main. Romain Bessonnet avait fait un très beau document à l'époque qui s'appelait « L'Europe, c'est la guerre », dès 2014, puisque les hasards de la vie font qu'on y était, donc on a pu témoigner. Donc, et le problème, c'est que l'obsession otanienne va rajouter aux Américains, c'est pour ça d'ailleurs que les Anglais s'y mettent, parce que dans leur obsession anti-russe, qui est une extension de l'ancien grand jeu, et donc tout le monde va vouloir mettre une pièce dans le jukebox ukrainien. Le souci, c'est que, l'hypothèse géopolitique de l'effondrement certain de la Russie si vous leur piquez l'Ukraine n'est pas certaine. C'est une sorte, si vous voulez, de martingale intellectuelle qui est du niveau de tous vaccinés, tous protégés, si vous voulez. C'est tout le monde l'a dit, donc là où il y a unanimité, il y a vérité. Mais, si vous voulez, c'est pas certain. C'est pas certain. D'autre part, la Russie, depuis l'époque post-soviétique, maintient, au prix d'ailleurs de son affaiblissement parfois financier, l'Ukraine à bout de bras. Or, aujourd'hui, ce bout de bras, vu que la Russie est en train de prendre les dernières zones utiles du pays, ce bout de bras va arriver directement aux Européens pour une raison qui est simple, c'est que tout le reste, c'est-à-dire les terres arables si fertiles, l'Allemagne n'en verra pas la couleur, vu que les boîtes américaines les ont déjà pris, pas de bol. Malheureusement, dans l'impérialisme, on passe selon son rang de gamelle. Et gare au dernier, il reste que les miettes. Donc, ce n'est pas uniquement une obsession américaine, il y a tout un board otanien qui va parier sur ce pays, et pour cela, on est prêt à tout, surtout que l'Allemagne, ça l'arrange. Pourquoi ? Parce que déjà, la dénazification allemande, il faut être honnête, c'est du flanc, et ça l'a toujours été, c'est du flanc, et le fait d'avoir une dénazification flanc sur la totalité des anciens territoires du Reich, c'est, quand vous voulez maintenir le mythe de la dénazification de l'Allemagne, c'est beaucoup plus facile si tous les autres pays ont fait pareil. Oui, évidemment. Alexis Poulain. Oui, ce qui est incroyable, c'est de voir finalement la survivance du nazisme après la guerre, par les raisons de renseignement, mais aussi par cette fausse dénazification, et aujourd'hui de voir l'OTAN totalement alignée sur finalement une lecture du monde anachronique. On est là dans l'idée de sauver le dollar, d'un impérialisme américain qui n'a plus les moyens de cet impérialisme. On voit l'état catastrophique des États-Unis, et pourtant les partenaires européens foncent tête baissée là-dedans. Je suis pas sûr que ce soit gagnant-gagnant pour l'Allemagne. Je comprends pas vraiment la stratégie allemande dans cette affaire, parce qu'on voit bien Olaf Scholz un peu inquiet aller en Chine d'un côté et partout. Bien sûr, mais le problème, c'est que n'oubliez pas que le même peuple, en 1943, décide que les convois de prisonniers pour l'Est sont prioritaires sur les convois d'armement. Donc, si vous voulez, le pan-germanisme et la rationalité, pardonnez-moi, il y a un sujet. Donc, il y a un sujet. Donc, le problème, là, est-ce qu'on se rend compte qu'on est allé chercher au fond des poubelles de l'histoire des gens qui, de toute façon, alors certes, sont des supplétifs, donc on va les envoyer au carton, mais est-ce qu'on se rend compte que nous avions trouvé un point sur lequel tout le monde était d'accord, qui était un des angles de notre vie politique internationale, qui était, dans le monde d'après Auschwitz, il faut qu'on fasse mieux que ça, si vous voulez. C'est le mot très beau et très triste du général de Gaulle qui est écrit sur le livre d'or d'Auschwitz. Quel dégoût, mais quelle espérance humaine. Or, nous avions au moins le plus jamais ça, et aujourd'hui, on va chercher ces gens pour qui, c'est une période bénie, 2, si on les laisse faire, on aura le droit du dessert, ce sera le deuxième tour, et nous n'avons même plus cette unité morale de l'Occident. Nous n'avons même plus ça. Alors que, vous l'avez très bien dit, alors que nous avons les moyens, non pas d'imposer un impérialisme, mais pour employer le terme de Jacques Sapir, de démondialiser un peu à nos conditions, c'est-à-dire moi, c'est l'hypothèse que je défends, c'est celle du Westphalie planétaire, nous aurions tout à fait les moyens, et l'Amérique en a les moyens, ça s'est vu pendant la période Trump, au lieu d'avoir cette gestion raisonnable à partir de nos intérêts, nous fonçons tête baissée dans à la fois le maintien d'un impérialisme déclinant, et pour les Européens, pour arriver au cœur de votre question, à la fois
le maintien d'un impérialisme secondaire qui est l'impérialisme germanique, et pour tous les autres, si vous voulez, qui jappent après un impérialisme de ressentiment, c'est-à-dire qu'ils s'accomplissent en tant que laquais des États-Unis, parce que pour eux c'est une part de leur identité politique, mais aujourd'hui, une partie des pays européens sont des caniches qui se frottent sur la patte arrière d'un chien de combat, et qui l'encouragent à aller se battre, parce que de toute façon ils n'en ont plus les moyens, et donc ils vivent par procuration leur impérialisme. C'est terrible. C'est terrible. Et vous nous faites dire que la guerre en Ukraine aujourd'hui est une guerre par procuration. Oui. D'ailleurs, je voudrais qu'on avance un petit peu dans le temps, parce que les héritiers, vous avez commencé à l'aborder, les héritiers de Bandera et des bandéristes, donc alimentés encore une fois par les services secrets américains, sont secteur droit, Azov, qui sont eux sur la scène. Bataillon de représailles. Pardon ? Bataillon de représailles, enfin voilà. toute la famille. Oui, quoi. voilà, non, mais là, il y en a un paquet, qui sont eux toujours en lien avec les Américains. Et rappelons quand même que pendant Maïdan, les Américains étaient sur place. Hein. On avait Bien même sûr. une secrétaire d'État américaine qui distribuait des petits pains et qui était là pour Madame encourager Victoria le mouvement. Nuland, la femme de Monsieur Kagan, l'homme qui a été Celle d'ailleurs qui a reconnu la présence des laboratoires, peut-être par erreur, des laboratoires Tout à fait, bactériologiques. tout à fait. Et bactériologistes pour en pour Ukraine. vous dire, Monsieur Kagan, qui est le maître à penser, qui est le mentor de l'actuel secrétaire d'État aux Affaires étrangères, donc Blinken. de Monsieur Blinken. Donc, Donc- pas tout à fait n'importe qui. Tout ça pour dire voilà, que ces liens-là perdurent. Tant que les supplétifs n'auront pas fait leur office, c'est-à-dire de mourir jusqu'au dernier, parce que je ne pense pas que si vous voulez, je prends cette hypothèse de mon ami le grand historien militaire Laurent Henninger, je pense que l'Amérique a modifié sa vision de l'art de la guerre, c'est-à-dire dans l'après-guerre de Corée. C'est-à-dire que l'Amérique se rend compte qu'elle ne sait pas gagner des guerres. Elle ne le sait pas. Et en réalité, et ça c'est aussi une hypothèse défendue par un jeune stratège absolument brillant qui est Benoît Billan, en réalité l'Amérique fait les guerres pour avoir le maximum de dégâts, pour gérer l'après, mais elle ne veut pas, si vous voulez, la guerre c'est une transposition politique. Pour les Américains, non. Nous ne gagnerons pas, c'est pas grave. On va taper suffisamment fort pour que de toute façon l'après nous appartienne. Et je pense que le vrai but des supplétifs sera d'enliser le maximum les soldats russes au prix de leur vie, et ensuite on passera le balai, ni plus ni moins. Alexis Poulain, la question de la fin. Sur la question de la fin, c'est quelle issue pour cette guerre en Ukraine? Est-ce qu'on va avoir une fin rapide ou est-ce que les Américains, à l'issue des midterms, on verra évidemment, vont continuer de financer cette politique de destruction? Déjà, ça va se jouer en partie aujourd'hui, cette question-là. Oui, Parce c'est que sûr. les Trumpistes ont tout intérêt à tenir parole quand ils disent « les Européens veulent cette guerre, qu'ils la payent eux-mêmes ». Et je pense qu'après, une fois que ça se sera arrivé, je peux vous assurer que ça ira assez vite. Je vous rappelle que l'Amérique a consacré à l'Ukraine cette année autant d'argent qu'elle a consacré à l'Irak à l'Afghanistan pendant la totalité de son occupation. Donc on est dans le délire. Or, Donald Trump n'a pas débuté, quoi qu'on pense du personnage, de sa coiffure, de ses mœurs et de son manque d'éducation, n'a pas débuté de guerre majeure sur son mandat. Il a tout sauf intérêt à mettre les mains dans ce pot de pu. Donc, ce que je crains, c'est soit les démocrates sauvent la mise de justesse, ça m'apparaît quand même compromis, mais admettons. Et puis parfois, les votes peuvent être Léger, aléatoires. Donc, et là, ça continue, mais avec une obstruction interne au Congrès, et le Congrès, c'est quelque chose de sérieux aux États-Unis, on n'est pas à l'Assemblée nationale française. Donc, ça peut tout à fait déjà gêner l'État profond américain, ça c'est le premier point. Deuxième point, soit les Trumpistes bloquent tout. Si c'est le cas, eh bien la guerre d'Ukraine va vers son déclin, et malheureusement, vu l'ambiance de plus en plus sectaire et resserrée que prend le pouvoir de M. Zelensky, puisque M. Zelensky est un homme admirable, mais pour l'instant, il a quand même fait interdire, je crois, 13 partis d'opposition à sa personne. Donc, mais bon, on est en Union européenne, donc la démocratie est une notion large. Mais le problème, c'est qu'il y a la tentation de Waco, si vous voulez. Il y a la tentation
de terminer en beauté, qui est possible. L'armée russe, elle joue une chose qui est assez simple. Elle attend la pluie, la boue et les vents, soit pour les cueillir, soit elle va les laisser pourrir jusqu'au printemps pour les cueillir au printemps. Mais surtout, elle attend les midterms, comme tout le monde aujourd'hui attend les midterms. C'est sûr. Et l'Amérique, d'ailleurs là les Américains, tous les sondages nous disent que moins de 2% des Américains prennent la Russie pour un adversaire, disons, digne d'obsession. Donc 98% des Américains pensent que cette élection va se jouer sur des faits intérieurs. Donald Trump a tout intérêt à mettre fin à tout ça, ou à contribuer à mettre fin à tout ça. Après, est-ce que ce sont ces hommes à lui qui vont être élus par le Parti républicain ? Nous le verrons assez vite. Oui. Et les rhinos, les Republican in name only, c'est-à-dire les républicains en réalité pro-Biden, maintiendront le soutien à la guerre d'Ukraine. Mais bon, je pense que Donald Trump a quand même beaucoup fait le ménage depuis 2 ans. Donc, j'ai bon espoir que tout ceci se termine. Le problème, c'est que ça va être au prix d'un grand ménage dans l'élite ukrainienne, parce que malheureusement, après, il y aura trop de témoins. C'est simple que ça. Oui, mais c'est en tout cas absolument passionnant, et si ménage il y a, il faut absolument qu'on le suive avec vous également. Merci beaucoup Pierre-Yves Rougiron. Je rappelle les références de ce livre. J'invite à tous nos éditeurs à se le procurer. L'ombre d'Hitler, les services secrets américains et les criminels nazis pendant la guerre froide, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Et merci beaucoup à vous Alexis Poulain, et à très bientôt. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.